Sylvain, ce matin, on vous pose une question. Est-ce qu'on va vers un Brexit soft, si je dis pas de bêtises, hein? Écoutez, Simon, il me semble que cette hypothèse que vous évoquez a beaucoup de chances de se réaliser. En tous les cas, il y a beaucoup d'indices en ce moment qui y font penser. Au forum de Davos, la chancelière Merkel a en effet, il y a 2 jours, fait l'éloge de l'Europe de la défense. Vous me direz quel rapport? Il est vrai que cette Europe de la défense reste à construire, que les contours s'en dessinent doucement, mais que face au chamboule-tout du président américain Trump, la volonté européenne est au rendez-vous. Et bien précisément, Simon, cette évolution a une conséquence inattendue. On se dirige vers un soft Brexit ou un Brexit soft. Le signal en a été donné lors du sommet franco-britannique de Sandhurst le 18 janvier dernier. Emmené par Emmanuel Macron et Theresa May, la première ministre britannique, ce sommet a en effet confirmé la solidité de l'entente transmanche dans un domaine bien particulier, celui de la défense. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier. On sait bien en effet que le Royaume-Uni et la France sont les 2 seuls membres européens permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qu'ils sont les 2 seuls Européens à disposer de l'arme nucléaire. On sait bien qu'ils sont tous les deux héritiers d'une culture post-impériale et post-coloniale et que ce sont de grandes puissances économiques, même si elles sont devenues moyennes à l'échelle du monde. Les pays britanniques et français sont sur la même ligne de front. C'était avant celui de la guerre froide, aujourd'hui celui du djihadisme. De fait, le sommet de Sandhurst a témoigné d'amabilité et d'échanges de bonne manière. Du coup, la France d'Emmanuel Macron a accepté de jouer le jeu du nouveau concept otanien qui articule un pays hôte et un pays cadre sur la frontière de l'Union européenne avec la Russie. Et en échange, le Royaume-Uni a accepté de jouer le jeu de l'engagement militaire dans le Sahel que les Français demandaient depuis 5 ans avec insistance. Et puis plus généralement, cela fait 15 ans que la France accepte de faire la frontière britannique à Calais et de jouer le rôle du bad cop dans la question migratoire. On a remarqué qu'avec une constance remarquable, Emmanuel Macron a tensé la semaine dernière les associations humanitaires, quitte à se mettre à dos la gauche humaniste, pour préserver le territoire britannique de la pression migratoire venue d'Afrique et du Moyen-Orient. Et cela valait bien, côté britannique, quelques hélicoptères de transport envoyés, je le disais, dans le Sahel. Pendant ce temps, on le sait, même si on l'a peu souligné dans la presse la semaine dernière ou de manière plus discrète, les services de renseignement de Sa Majesté, comme ceux de la République française, n'ont jamais aussi bien travaillé ensemble. Et on ne désespère pas, bien au contraire, de voir les industries de défense des 2 pays produire un missile commun. Alors, maintenant qu'on s'est mis d'accord, c'était en novembre dernier, sur le montant de la prestation compensatoire de ce fameux Brexit, les négociations sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni peuvent vraiment commencer. Eh bien, figurez-vous que la solidité de cet épaulement militaire franco-britannique étant rehaussée par le peu d'intérêt que porte Donald Trump à la relation traditionnellement spéciale entre les USA et le Royaume-Uni, on peut donc dire que paradoxalement, c'est Donald Trump qui fut l'un des plus fervents avocats du Brexit, qui pousse le Royaume-Uni vers un Brexit à minima et plus accommodant. Soft Brexit, défense oblige. Merci beaucoup Sylvain pour cet édito. J'en profite Ben, je vous en prie. pour rappeler à nos auditeurs que vous avez publié un nouvel ouvrage le 17 janvier dernier. Il s'intitule Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945. C'est aux éditions PUF. Un petit mot Sylvain ? Bah écoutez, oui, je vous remercie d'en parler. Bah, vous savez, c'est un manuel, hein, c'est publié dans la collection que les PUF appellent, je cite, de prestige, la fameuse collection Quadrige, qui a maintenant un volet manuel. Donc c'est vraiment fait pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire de l'Europe. Ça va jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on va jusqu'au mois de décembre 2017. Donc c'est vraiment une manière de permettre à tous et à chacun de remettre en perspective la crise actuelle dans la moyenne durée depuis 1945 et surtout de montrer que cette histoire de l'Europe s'est faite dans le tapage, dans le débat,
de manière parfois contingente et n'a pas du tout, c'est pour casser un peu cette image austère, asexuée qu'on construit souvent, y compris dans les cénacles universitaires, de l'Union européenne comme quelque chose d'institutionnel et de froid. Et vous le savez bien, puisque à Euradio Nantes, Simon, tous les jours, vous aussi, vous essayez, on essaye tous, et j'espère qu'on y arrive, à rendre l'Europe vivante, de chair, de sang, d'histoire, d'amour et de haine. Et c'est ce que j'essaye de raconter dans ce manuel assez bref d'histoire de la construction de l'Europe depuis 45 opus. Merci beaucoup Sylvain, on vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel édito. Passez un bon week-end et une bonne semaine. Eh ben, merci beaucoup, avec plaisir Simon. À la semaine prochaine.